êtes déjà nombreuses et nombreux à avoir fait du hashtag MKN 2020 un des hashtags les plus cités sur les réseaux sociaux. Merci infiniment et continuez bien sûr à réagir et à poser toutes vos questions tout au long de cette journée dédiée à l'innovation et à l'entrepreneuriat. On a parlé de développement durable, d'énergie, on a également parlé de finances, de télécommunications. Parlons de construction, la Comtech. Qu'est-ce que la Comtech? Eh bien, nous allons le voir dans quelques instants avec l'incubateur Léonard, avec le sujet suivant, comment faire bouger les lignes du secteur de la construction. Il va me rejoindre dans quelques secondes. Guillaume Bazouin, directeur du programme entrepreneuriat pour l'incubateur Léonard de la société Vinci. Allez-y Guillaume, vous pouvez me rejoindre. Bonjour. Et je vous invite à vous installer ici. Et Guillaume qui est venu, me semble-t-il, avec un petit fan club. On va dans un premier temps bien sûr dresser l'état des lieux de la construction dans le monde. La construction dans le monde, c'est l'incarnation forcément de la vision d'un monde. Parlons de ce qui s'est passé dans les années 90 avec ce fabuleux chantier, le tunnel sous la Manche qui relie la France à l'Angleterre. C'est l'incarnation d'une vision du monde, c'est l'incarnation du génie humain. Parlons également du plus haut pont au monde, le viaduc de Millau, lui aussi plus de 270 mètres de haut. Parlons également de ce qui va se passer ici à Paris avec ce projet de Grand Paris Express et ces 200 km de voies. C'est le secteur de la construction et c'est l'incarnation du génie humain. Le secteur de la construction, il représente 2000 milliards d'euros au niveau de l'Union européenne. C'est 86% du PIB français. En France, le secteur de la construction, il est dynamique. C'est celui qui, au premier semestre 2021, a créé un emploi sur 4. Il bouge et on va le voir également avec des sociétés comme Vinci qui ont eu cette idée riche, de proposer des programmes pour accompagner les startups qui veulent, elles aussi, faire bouger les lignes. Vous êtes, Guillaume, responsable des programmes startup et entrepreneuriat, je le disais, à l'incubateur Léonard. Cet incubateur a été créé en 2017 avec la société Vinci. La deuxième entreprise mondiale, soulignons-le, dans les métiers des concessions et de la construction avec près de 220 000 salariés dans le monde. On va échanger bien sûr avec vous sur les enjeux de la Comtech, mais avant cela, mon cher Guillaume, peut-être la première des questions, que se cache derrière ce néologisme, la Comtech, que se cache-t-il derrière ce mot-là? Écoute, déjà, merci beaucoup de nous avoir invités. Nous, on est très heureux de venir vous parler de la Comtech. Il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui sont dans le monde des startups, que ce soit des start-upers ou des investisseurs ou des gens qui veulent se lancer, qui ont déjà entendu parler de FinTech, peut-être de PropTech, mais pas forcément de Comtech. Alors, moi, je suis là pour porter le message, entre autres, que la Comtech, c'est les technologies, dont je vais vous donner quelques exemples, qui sont appliquées au secteur de la construction, qui sont sur une emprise qui est gigantesque à travers le monde, qui est plus importante que l'emprise et les chiffres d'affaires des banques à l'échelle mondiale. Donc on est d'accord que si vous vous intéressez aux startups, vous savez que tout ce qui est fintech, c'est a priori des grosses levées, des enjeux qui sont importants. Là, on arrive à un point où les technologies de drones, d'intelligence artificielle, de déploiement de software sur nos activités arrivent à des capacités de disruption et de création de valeur qui sont de l'ordre de ce qui s'est passé dans la FinTech depuis une dizaine d'années. Alors, je l'ai présenté préalablement dans les chiffres communiqués. La construction occupe un poids considérable dans les économies mondiales, dans l'économie européenne, y compris dans l'économie française. Où en sommes-nous côté innovation? On peut peut-être, je propose de faire un état des lieux de l'innovation dans le secteur de la construction, Guillaume. Alors, ce qui est intéressant dans notre secteur, c'est que on arrive à une espèce de rencontre d'un besoin qui est extraordinaire avec des possibilités qui sont extraordinaires elles aussi. Le besoin qui est extraordinaire, il est porté en partie par la transition environnementale à laquelle on doit s'appliquer. Il est porté par le besoin de continuer à produire des infrastructures et des ouvrages qui sont acceptables d'un point de vue de coût pour l'avenir. Et on doit aussi être dans une situation où, d'un point de vue de sécurité et de sûreté des gens qui travaillent, on est capable de l'assurer et de continuer à l'améliorer dans un secteur qui reste quand même un des plus dangereux d'un point de vue d'activité. Si on compare ça avec la technologie, donc les éléments de technologie qui arrivent et qu'on va pouvoir combiner pour répondre à ça, c'est, comme je le disais, les technologies de drone, d'intelligence artificielle, les capteurs qui ne coûtent plus grand-chose et la capacité, par exemple, d'avoir son téléphone portable en main pour n'importe qui sur un chantier, qui sont des éléments qui sont vraiment révolutionnaires et qui, combinés, peuvent être vecteurs de création d'offres et de services qui n'existaient pas
et qui, chacune, dans leur domaine et sur leur marché, peuvent avoir des impacts extrêmement importants. Parlons peut-être aussi des enjeux dans ce secteur de la Contech pour justement le développement du secteur. Quels défis structurels à relever pour la Contech? Alors, je vais en choisir un qui est particulièrement prégnant et puis qui est au cœur des échanges actuellement à tout niveau et qui prend une place de plus en plus importante sur la scène nationale mais aussi internationale. C'est l'enjeu environnemental. Pour ce qui est de la construction et du monde bâti, l'élément, enfin le fait de construire, c'est, on va dire, la deuxième activité à l'échelle mondiale qui est la plus polluante. La première étant l'exploitation énergétique, le oil and gas et ainsi de suite. Alors ça, c'est sur la partie de construction, mais après, il y a aussi un enjeu où la majorité de l'énergie qui est consommée à l'échelle mondiale, c'est l'énergie qu'on consomme dans les bâtiments pour se chauffer, pour se refroidir, pour faire tout ce qu'on y fait. Donc l'enjeu du monde bâti par rapport à ce grand problème de la transition environnementale, il est complètement central. La transition est toute faite avec ma prochaine question. Le secteur de la construction du 21e siècle, va-t-il s'inscrire dans l'histoire? Parce qu'à chaque siècle, des inventions et innovations marquantes, ici vous le disiez, des préoccupations environnementales, le secteur va-t-il parvenir à se réformer, à se renouveler? Alors je pense que le secteur doit évoluer, doit se renouveler sur certains sujets. Il n'y aura pas le choix. C'est une question d'acceptation sociale, c'est une question de loi. Je vais vous donner un exemple. En France, on a la législation qui est sur le bâtiment qui va être la plus forte, la plus restrictive au monde, puisque elle va non seulement prendre en compte les émissions et l'efficacité énergétique du bâtiment, mais aussi son empreinte carbone des matériaux qui sont mis dans le bâtiment. On est les seuls au monde aujourd'hui à faire ça. Donc si on veut respecter même ces engagements qui sont des engagements légaux, on doit changer en profondeur beaucoup de choses. Je vais donner un exemple, mais il va de soi qu'on va devoir développer des éléments d'économie circulaire qui aujourd'hui sont très peu développés, mais on va devoir réutiliser, réemployer des choses qui viennent de bâtiments qui sont détruits dans notre construction. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Guillaume, vous représentez l'incubateur Léonard dans le cadre de la Madi Keynote. Léonard, en quelques mots, c'est quoi? Alors, Léonard, c'est le laboratoire d'innovation et de prospective du groupe Vinci. Ça fait 4 ans qu'on existe et on est aujourd'hui sur une mission qu'on arrive à orienter autour de grands axes. Ce sont les axes autour de la transition environnementale, du renfort de la sûreté et de la sécurité des collaborateurs du groupe Vinci et d'une capacité accrue d'avoir une productivité qui est meilleure sur nos chantiers. Donc ça paraît un peu éthéré, mais productivité, ça veut dire plus de qualité du premier coup, moins de choses qu'on doit refaire à la fin du chantier, et ainsi de suite. Donc en fait, fondamentalement, c'est une question de réduction de coûts pour atteindre les mêmes objectifs. Donc ça, c'est nos 3 grands axes, on va dire. Merci Guillaume. On donne la parole forcément sur la scène de la Madi Pitch, la parole aux entrepreneurs, aux startups. Et ça tombe bien puisque vous êtes venus avec 3 startups résidentes de votre incubateur. Et je vais tout de suite vous laisser le soin de nous les présenter et vous retrouver peut-être d'ici une vingtaine de minutes à l'issue de cette présentation. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je suis ravi d'accueillir sur scène les entreprises Build2Be, Lokimo et Rockies. Donc, je vous laisse rentrer Karim Tamarzist, Binta Gamassa et Guillaume Richer. On va peut-être s'asseoir. Alors, merci à tous les 3 déjà d'être là. Vous avez tous les 3, vos entreprises ont toutes les 3 participé au programme SEED, qui est le programme d'accélération et d'incubation de start-up de Léonard. On n'est pas là pour parler fondamentalement de ça, mais si vous voulez me poser des questions là-dessus par la suite, vous êtes les bienvenus. Moi, ce que je voulais vous demander aujourd'hui, en premier lieu, c'est déjà de présenter votre entreprise en quelques mots, en à peu près 2 minutes. Donc, Guillaume, je vais te donner la main, tu es le plus loin de moi. Merci Guillaume. Donc par le passé, j'ai travaillé chez Redbird. C'était une société spécialisée dans le drone qui utilisait les drones pour la construction. Et on a été frappé par une chose, c'était le retard qu'avaient ces entreprises, enfin le secteur de la construction sur la transformation numérique. Et ce qui m'avait le plus marqué à l'époque, c'était surtout la gestion des commandes et livraisons pour les granulats.
Et aujourd'hui, comment ça se passe? Du fax, ça peut vous faire rigoler, mais c'est la vérité. Le téléphone, des bons de livraison qui sont aujourd'hui imprimés, papier, mais aussi des plannings qui sont faits à la main. Donc on a vu une opportunité et on a décidé de créer Rockies pour accompagner les entreprises du BTP en leur proposant une solution digitale pour simplifier la commande et la livraison de matériaux de construction pour les professionnels. Le but chez Rockies, c'est de rendre le secteur plus productif et plus durable en apportant de la visibilité, de la transparence au marché, mais aussi réduire les coûts de transactions et les coûts des matériaux en automatisant certains processus. Et en dernier, d'optimiser le transport en réduisant le nombre de camions qui roulent à vide. Il faut savoir qu'il y a une grande quantité de camions qui circulent vides sur le retour en revenant des chantiers. Donc pour être un peu plus concret, notre solution, c'est en fait une marketplace B2B qui permet en quelques clics d'obtenir les meilleurs tarifs directement sur son téléphone pour les matériaux de construction et de gérer l'ensemble du processus de la gestion de la commande à la facturation. Et enfin, on fournit aussi des outils qui permettent de simplifier la communication et la logistique du transport. Ces outils, il en manque et la plupart des entreprises, ce sont des TPE dans le BTP et ils n'ont pas forcément l'argent pour développer eux-mêmes ces outils. Donc on est là pour leur fournir. Donc un aspect de productivité, un aspect potentiellement environnemental pour réduire l'empreinte de tout ce qui est livraison et de gestion de matériaux de chantier. Merci beaucoup. On va revenir à toi par la suite. Merci. Binta, tu es une des cofondatrices de Lokimo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton entreprise ? Alors, bonjour à tous. Très ravie d'être là aujourd'hui. Donc, je m'appelle Binta Gamassa, je suis data scientist de formation et j'ai cofondé la startup Lokimo. Donc, chez Lokimo, on s'adresse aux professionnels de l'immobilier qui ont la problématique de devoir souvent aller chercher des données un peu partout en ligne, que ce soit pour réaliser des études de marché, faire un état de la concurrence ou encore regarder les derniers prix immobiliers en ligne. Toutes ces tâches sont assez fastidieuses, répétitives et chronophages. Donc nous, on s'est donné pour mission de concevoir une plateforme qui fait office de data scientist virtual à la demande. Donc le but, c'est vraiment d'aider les professionnels à réaliser des analyses de marché plus fines et complètes et surtout prendre de meilleures décisions rapidement. Donc concrètement, cette plateforme, elle va agréger, analyser et mettre à jour de la donnée automatiquement. Et le but, c'est vraiment de proposer des informations toujours à jour, fiables, facilement accessibles et exportables. Donc c'est un outil qui permet vraiment d'avoir des visions précises de marché en particulier. Donc par exemple le marché locatif, le marché du neuf ou encore le marché des résidences spécialisées. Donc pour donner un cas d'usage précis, on travaille avec le groupe CBRE. Donc CBRE Valuation, leader dans le domaine de la valuation immobilière, qui passe par notre plateforme pour automatiser ses rapports d'expertise. Et dernièrement, on a aussi tout un volet prédictif où on développe, on développe toujours des algorithmes de prédiction d'évolution de prix et d'évolution de demande, où le but, c'est pas tant d'avoir des chiffres exacts, mais plutôt de retranscrire des tendances et d'analyser les dynamiques territoriales dans plusieurs zones. Voilà. Et Binta, il me semble que tu as lancé l'entreprise alors que tu étais encore en école d'ingénieur. C'est ça, donc le projet est issu, donc c'était un projet de fin d'études qu'on a commencé dans l'incubateur de notre école, qu'on a ensuite converti en start-up. Super. Karim, tu es cofondateur de Build2B. Est-ce que tu peux nous parler de cette entreprise ? Oui, merci de nous avoir invités aujourd'hui. Je m'appelle Karim, je suis cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Build2B, avec le chiffre 2 au milieu. C'est une plateforme en ligne qui met en relation les entreprises de la construction avec des spécialistes en prestations intellectuelles. Alors, on est parti du constat qu'aujourd'hui, les entreprises passent énormément de temps à chercher des spécialistes, et Dieu sait qu'il y a un certain nombre d'expertises dans le monde de la construction. Elles passent environ 1h30 par jour simplement à chercher des spécialistes, donc ça représente quasiment 1 jour par semaine, c'est un temps perdu considérable. Et de l'autre côté, il y a un certain nombre de freelances dans le monde de la construction, il y a à peu près 360 000 freelances, qui ont énormément de problèmes administratifs, des problèmes de paiement, des retards de paiement, des absences de paiement, et qui ne peuvent pas se concentrer sur la valeur ajoutée. Donc on s'est concentré sur ces deux problématiques. On a développé une plateforme en ligne qui permet aux entreprises de trouver le bon spécialiste avec rapidité, précision et fiabilité, et qui permet aux freelances de se concentrer vraiment sur leur valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on leur propose un certain nombre de services qui sont des services de gestion administrative, génération des documents, génération des contrats, devis, factures, etc., suivi de la comptabilité.
On leur permet également d'obtenir des licences logicielles à bas coût sur notre plateforme via des partenaires. On a également des services d'avance de trésorerie, puisqu'on sait que dans le monde de la construction, les paiements se font à plus 30, voire plus 60 jours parfois après émission de la facture, ce qui est difficile à gérer pour une personne qui travaille toute seule, qui n'a pas de service de comptabilité, qui n'a pas de trésorerie, qui n'a pas de service de recouvrement. Et donc, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, lorsqu'un freelance, un spécialiste en prestations intellectuelles, commence sa journée de travail, il ouvre la plateforme et il ne ferme la plateforme que lorsqu'il finit sa journée de travail. L'idée, c'est que dans le monde de la construction, il y a énormément d'intervenants, donc il y a énormément d'interfaces et l'objectif, c'est d'optimiser au mieux toutes ces interfaces. Alors, merci beaucoup pour ces introductions. Vous travaillez tous les trois dans les secteurs de l'immobilier, de la construction, de l'architecture, de la conception. Bon. Il y a quelque chose qu'on entend souvent, c'est que c'est un secteur qui est réputé assez hermétique, je ne vais pas dire à l'innovation parce que ce n'est pas le cas, mais qui est réputé hermétique au fait d'adopter de nouvelles offres, d'adopter de l'innovation qui vient de l'extérieur. Je voulais vous demander ce qu'était votre expérience dans les capacités ou les difficultés de déploiement commercial que vous avez pu expérimenter. Alors, à partir de l'autre côté, je vais commencer par toi, Karim. Est-ce que c'est quelque chose dont tu peux nous parler? Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on a remarqué. Il y a une vraie difficulté dans l'acquisition de nouveaux clients. On est sur un domaine qui est relativement archaïque en termes de process par rapport à d'autres secteurs. Il s'avère également qu'il y a d'énormes budgets et des enjeux qui sont considérables. Hein, si on fait une erreur dans la construction d'un site web, ce ne sera pas les mêmes enjeux que si on fait une erreur dans la construction d'un pont. Et donc tout le monde travaille dans l'urgence, ce qui fait que les gens sont relativement réticents au changement. Les gens n'ont pas le temps de tester de nouvelles solutions, d'essayer d'investir du temps dans l'amélioration de la productivité à moyen et à long terme. Donc ça rend difficile vraiment l'acquisition. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'un client ou une entreprise accepte d'utiliser une solution et qu'il est content de la solution, il y a une meilleure rétention. C'est-à-dire que cette personne, une fois qu'elle est contente, elle n'a pas le temps d'aller chercher d'autres solutions similaires pour voir s'il y a des meilleurs prix, des choses comme ça. Donc il y a difficulté d'acquisition, meilleure rétention. Et ce qu'on remarque également, c'est qu'il y a une nouvelle génération. Aujourd'hui, il y a à peu près 40% des intervenants, des acteurs de la construction qui ont moins de 35 ans. C'est une génération qui est un peu plus ouverte à la digitalisation, qui est ouverte au fait d'utiliser de nouvelles technologies, notamment en ligne. Et donc, ce sont des personnes qui sont plus accessibles, notamment via le marketing digital. Donc, on a plutôt un bon espoir de ce point de vue-là. Ces gens-là sont les futurs décideurs. Et donc, on espère que l'acquisition sera de plus en plus facile avec les nouveaux décideurs. Je vais passer à toi, Guillaume, parce que tu es aussi vraiment encore plus proche, tu es vraiment sur le chantier, sur tes opérations. Comment tu regardes cette question de la commercialisation, du déploiement et de l'adoption de ta solution? Si on parle de l'adoption des nouvelles solutions dans les grands groupes, nous, en tant que start-up, c'est pas évident parce que vous avez en face des grands groupes qui ont on va dire des ressources quasi infinies. Et vous, en tant que start-up, vous avez, on va dire, quelques mois avant on va dire de disparaître, où il faut vraiment transformer ce projet-là. Donc c'est vrai que déployer des solutions dans des grands groupes, ça passe souvent par des groupes de travail, des tests et encore des tests. Et forcément, l'impact étant fort pour eux, ils sont pas forcément, ils n'aiment pas prendre plus de risques qu'autre chose. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de déployer des solutions de ce type-là dans les grands groupes, mais on a un sentiment que ça évolue, assez d'accord avec ce que Karim a dit. Et on a un sentiment que la digitalisation rentre dans les mœurs. Et puis un dernier point, c'est aussi le fait que dans le BTP, c'est très fragmenté. Du coup, on a affaire à beaucoup de petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens ou les connaissances de déployer des solutions digitales. Pour eux, si vous avez 5 employés, vous n'avez pas forcément un ingénieur qui va pouvoir s'occuper de ça. Du coup, passer à la digitalisation dans le BTP, c'est pas aussi simple que dans d'autres secteurs. Et Binta, je vais passer sur toi. Toi, tu es plus sur les métiers de l'immobilier et de la gestion de biens, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes aussi? Est-ce que tu vois des éléments qui se rapprochent de ça? Oui, tout à fait. Mon point de vue va rejoindre celui de Karim et Guillaume. Donc, dans notre cas, nous, on a un SaaS à forte composante technique, destiné aux professionnels de l'immobilier. Et le constat qu'on a fait, c'est que la plupart des acteurs sont conscients de l'importance de la donnée. Ils entendent tous parler de data, de big data, d'IA. Et ils savent tous que ce sont des technologies qui peuvent apporter quelque chose à leur métier. Mais beaucoup d'entre eux n'ont pas eu de propositions concrètes de cas d'usage. Donc il y a vraiment ce travail à faire où il faut vraiment leur expliquer en détail et précisément comment les algorithmes fonctionnent,
comment l'outil peut s'intégrer à leur chaîne de valeur. Et souvent, effectivement, ils ont du mal à abandonner leur ancienne pratique. Certains utilisent des outils peu modernes, mais ils ne veulent pas trop les abandonner. Donc il y a tout ce travail un peu où il faut vraiment expliquer qu'il y a une vraie valeur ajoutée dans ces nouveaux outils-là. Après, une chose qui est assez commune à plein de startups B2B, c'est l'accès au profil décisionnaire. Souvent, on peut réussir facilement à convaincre les end-users à leur faire adopter le produit, mais quand il s'agit ensuite de vraiment convaincre ceux qui prennent les décisions liées au budget et à la stratégie de l'entreprise, bah là, ça devient assez compliqué. Bon, ce que je retiens quand même de la part de tout le monde, c'est on était d'accord avec le début que c'est un potentiel qui est énorme, des technologies qui ne sont pas forcément les plus complexes. Par contre, la question de go-to-market est vraiment centrale et c'est peut-être ceux qui vont trouver les solutions qui sont sur le go-to-market qui vont s'en sortir plutôt que ceux qui vont peut-être développer la meilleure technologie, la plus performante sur ces sujets. Alors, je voudrais ouvrir, il ne nous reste pas beaucoup de temps en fait, donc vous allez chacun dire quelques mots, mais par rapport à la question de l'investissement, vous êtes tous les trois en levée de fonds. Où est-ce que vous espérez lever où est-ce que vous espérez trouver votre prochaine levée, par quel type d'acteur? Et on va rester là-dessus. Je vais essayer de faire court. On a discuté avec pas mal de fonds d'investissement, VC français et à l'étranger. Ça nous a permis de bien comprendre quelles étaient les attentes de ces institutions. À l'époque où on a discuté avec eux, on n'était pas encore suffisamment mature et donc on s'est tourné vers plutôt des business angels qu'on a choisi comme étant des personnes bien en place dans le secteur qui peuvent non seulement nous apporter du financement, mais en plus nous ouvrir leur réseau, leur carnet d'adresses, nous apporter des clients, des conseils stratégiques, parce qu'ils connaissent vraiment la technicité du secteur. Alors, business angel et pas VC ou micro-VC, est-ce que c'est la même chose pour vous? Alors peut-être Binta, tu peux commencer. Oui, alors pour nous aussi, en fait, à notre stade d'avancement, on pense que c'est plus judicieux de se tourner vers des business angels qui sont du coup issus du milieu de l'immobilier, parce qu'en plus de nous apporter un support, un soutien financier, il y a aussi toute cette connaissance du business et des besoins métiers qui nous est utile et qui nous aidera à avancer plus rapidement, on pense, dans notre projet. Guillaume, tu as le mot de la fin. Nous, on a déjà fait une levée d'entour de 250 000 € avec notre réseau. Il ne faut pas négliger la puissance de son réseau personnel avec des gens du secteur. Et pour notre prochain levée, bien sûr, nous, on vise des fonds d'investissement, hélas, sûrement étrangers, parce qu'en France, il y a un appétit au risque un peu plus faible, mais on espère que ça change d'ici les mois à venir. Écoutez, je vous remercie vraiment tous les trois. Par rapport à l'appétit au risque, il y a un élément non négligeable, et j'espère qu'on va pouvoir participer à faire évoluer ça, c'est la compréhension de ce qu'est la ConTech. Il y a eu très peu d'exits, très peu de sorties d'entreprises, des portefeuilles, des gens qui ont investi dedans. Ça devrait changer dans les quelques années qui viennent, et j'espère que vous pourrez profiter de cet appel d'air quand il se déclenche. Donc merci beaucoup à tous les trois. On va en rester là pour aujourd'hui, et je vous invite à venir nous voir et à poser des questions pour le temps qui reste. Eh bien merci à tous les quatre. Merci à vous Guillaume Bazouin, directeur du programme entrepreneuriat de l'incubateur Léonard pour la société Vinci. Merci à Binta Gamassa, cofondatrice d'Okimo. Merci à Guillaume Richer, cofondateur de Rockies. Et merci à Karim Tazarmist, cofondateur de Build2P. Je vous invite à maintenant poursuivre cet après-midi avec, vous le savez, en point d'orgue de notre journée l'innovation et l'entrepreneuriat. Et on va basculer dans quelques secondes dans l'énergie, dans le développement durable avec le biomimétisme à la rescousse. C'est le prochain sujet avec Engie qui invitera de nombreux experts accompagnés de la directrice de la rédaction de Madines. On vous rappelle bien sûr que vous pourrez réagir et poser vos questions avec le hashtag MKN2021. Hashtag MKN2021. On se retrouve dans 6 minutes. A tout de suite, restez bien connectés.